Le programme de Cellou en dehors de nos frontières. Autrement, Il a beaucoup de choses à faire. Politiquement. a-t-il peur de rentrer en Guinée ou pas? Vous le saurez sous peu. Je ne vois pas pourquoi il aurait peur de rentrer. Puisque s'il veut faire de la politique, s'il veut être candidat à des élections, ce n'est pas à partir de la France ou du Sénégal qu'il va être candidat. Ça, c'est clair. Sa candidature ne peut être déposée qu'ici. Ouais, mais peut-être qu'il s'est dit, mais avec cette junte, cette junte, entre guillemets, imprévisible, on ne sait jamais. Parce que là, je me demande s'il a dit, on ne sait pas à qui le prochain tour, parlant de la CRIEF. Vous pouvez vous poser toutes ces questions, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'UFDG, d'abord, nous sommes sereins. Et M. Diallo est serein en ce qui concerne les actes qu'il a posés dans sa gestion dans le passé. Donc cela ne l'effraie nullement. Mais aujourd'hui, il a un calendrier qui l'amène à avoir des activités à l'extérieur du pays. Et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Et quand il jugera le moment opportun, il rentrera. Actuellement, pour le moment, en Guinée, il a une équipe qui est là sur place, qui continue le travail, et nous ne sentons pas que son absence. Et en plus, comme vous le savez aujourd'hui, avec l'ère du numérique, écoutez, les espaces n'existent plus. J'allais dire, les distances n'existent plus. C'est comme s'il était sur place et tout ce continue. Donc, même disent, M. Condé, qu'il éviterait la CRIEF. Attendons, qu'est-ce que la CRIEF lui reproche? Il est cité dans un dossier, Air Guinée. Écoutez, il sera là quand il sera appelé. Bien, Akouma. Nous avons dit que c'était une bonne chose, je l'ai dit moi-même. Publiquement. J'ai dit que c'est une bonne chose que ce dossier arrive. Depuis combien d'années on en parle? Depuis 2010. Pour la petite histoire, est-ce que vous savez que M. Diallo n'a jamais été interrogé sur ce dossier? Est-ce que vous le savez? Dans le cadre des audits. Dans le cadre des audits, il n'a jamais été interrogé. Et quand vous faites un audit contre quelqu'un, la première des choses que vous faites, c'est de lui donner d'abord le rapport d'audit pour qu'il se prononce lui-même. Il viendra le moment opportun et il sera là pour répondre avec argument contre argument. Très bien dit. Cela ne l'effraie nullement pas. Et nous sommes très contents que ce dossier aille, parce que nous-mêmes, nous avons vraiment hâte de finir définitivement avec ce dossier. Il a été tellement présenté comme le plus grand prédateur politique en République de Guinée qu'aujourd'hui, il est bon. Et jamais quelqu'un n'a donné une preuve quelconque, de quelque nature que ce soit, comme quoi, voilà, Cellou, voilà ce qu'il a fait, c'est un prédateur dans tel et tel domaine. Bien. Donc nous sommes donc à l'UFDG, on est serein et on n'a pas peur. On est serein. À l'époque, vous étiez avec lui. On est serein. Ah oui. Au ministère Absolument. des Transports. Absolument. Et vous savez comment les choses se sont passées. Absolument. Bien. Et donc, Akouma. Même si vous me réveillez à minuit, je suis capable de vous dire ce qui s'est passé. Très bien. Akouma, oui. D'accord. Mais avec preuve à l'appui. Bien. Monsieur le secrétaire général, vous ne voulez pas aborder l'agenda de M. Cellou Dalein, mais nous on lit quand même la presse étrangère qui relate que Cellou prend du thé avec Sidia, mais cette fois-ci c'est pas chacun d'eux dans une tasse séparée, mais ils prennent le thé dans la même tasse. Cellou est en relation avec le département Afrique de l'Élysée, on le sait, il a été reçu plusieurs fois, mais est-ce que vous pensez, à votre avis, cela ne pourrait pas être assez dérangeant à l'intérieur? Pas du tout, parce que ce n'est pas la première. D'accord. Ce n'est pas la première, chaque fois qu'il a été, ça a été le cas. Pourquoi M. Cellou Dalein est pratiquement le seul grand leader politique à n'avoir pas été reçu par le colonel Mamadi Doumbouya? Comment vous comprenez cette situation? Alors là, la question, je voudrais bien la poser au colonel. Qu'est-ce qui se passe? Vous en avez fait la demande, on vous l'a refusé? Vous savez, comme certains qui interprètent mal, quand on parle de diplomatie souterraine, ça existe un peu partout, les contacts informels. Mais évidemment, il y a eu des contacts pour demander des rendez-vous, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été reçu. Bien. D'accord. Alors abordons maintenant le volet justice, notamment les crimes de sang. Alpha Condé et compagnie désormais devant la justice. Quelle lecture en faites-vous? La lecture que tous les Guinéens et tous les démocrates se font. Nous avions réclamé dans le cadre du G58 que les crimes de sang soient examinés. Il n'est pas à nous de décider qui est coupable, qui ne l'est pas. Oui. Nous avons dit que du sang a été versé, des Guinéens sont morts pour des causes et qu'il était normal que notre justice s'intéresse à cette question. Oui. À partir du moment où aujourd'hui la justice dit s'intéresser à la question, nous disons OK, nous restons vigilants pour suivre comment le dossier va être traité. Parce que le fait n'est pas d'initier le dossier seulement, mais le fait c'est de savoir comment ce dossier va être traité et quels sont les éléments qui vont être pris en compte dans l'analyse et dans l'appréciation
des faits et gestes pour aboutir, si vous voulez, à des décisions. Oui, mais quand on s'intéresse au timing de cette annonce qui a été faite hier par le procureur général Charles White, pour certains observateurs assez malicieux, c'est une sorte de contre-feu allumé par la junte pour détourner l'attention du débat qu'il y a en ce moment, un débat assez vif sur la question de la durée en lien avec l'annonce de BOFA sur relativement à cette proposition de 39 mois. Est-ce que vous comprenez cette annonce du procureur Charles White en ces termes comme une sorte de contre-feu pour détourner l'attention? Parce que aussi, j'ajoute que quelque part, je crois à l'article 13, il est indiqué que les organisateurs de manifestations pourraient être aussi concernés par cette instruction. Poser 2 questions à la fois, ou bien. Plusieurs même. Ouais. On va essayer de voir si ma mémoire retient très bien toutes les questions. Vous m'en rappellerez celles que j'ai oubliées. Ouais. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un schéma que nous avons de la difficulté tous à lire. Normalement, quand il y a une transition, la première des choses, nous avons un discours-programme qui nous dit, la jeune qui vient d'arriver au pouvoir, où veut-elle aller et comment elle y va. Ouais. Et quel est l'objectif et quelle est la durée. C'est ce discours-programme qui nous oriente et qui permet à chacun de faire un calendrier par rapport aux différentes activités. Mais ici, nous n'avons pas de lisibilité. Nous avons des discours qui arrivent par moments, pour dire nous allons nous occuper de telle activité, nous nous occupons de telle activité, nous nous occupons de telle autre activité. Donc ce qui ouvre la possibilité à toutes les supputations, à toutes les interrogations, et ce sera bien malin qui dira quelle est la vérité. Ce sera à chacun sa vérité, et c'est ce qui est dommage. Parce qu'un pays ne peut pas évoluer comme ça. Il faudrait qu'on ait des directives, qu'on sache où on va. Donc c'est une transition sans boussole. Et avec qui on va, absolument. Parce que s'il n'y a pas de directive, les problèmes d'une nation sont énormes. Il y en a, on ne peut pas même les décompter, les dénombrer. Comme les problèmes sont énormes, il faudrait qu'on nous oriente dans le cadre d'une transition. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier une chose. C'est qu'une transition, c'est une anomalie. Ouais. À partir du moment où elle a une anomalie, on doit nous dire comment veut-on, si vous voulez, corriger cette anomalie. Et dans combien de temps on le fait? Quel est le médecin? Quels sont les médicaments? Mais si vous n'avez pas ces orientations, vous laissez libre cours aux différentes pensées, aux différents individus, et ça va dans tous les sens, et malheureusement, ça joue sur la cohésion nationale. Parce que nous ne regardons pas dans la même direction, et alors on se pose la question, quel avenir pour notre pays? Voilà aujourd'hui les grandes questions qui se posent. Bien. Donc vos questions sont fondées, mais difficiles de dire, je ne peux... Vous voulez peut-être mon opinion, l'opinion de Paul, mais ce n'est pas ça qui va... Donc à aucun moment, par exemple, cette annonce sur les poursuites annoncées, les poursuites contre les Alpha Condé et les anciens dignitaires, à aucun moment cela ne peut détourner votre attention sur la question fondamentale de la durée. La question fondamentale d'une transition, c'est comment la conduire et dans combien de temps. La durée est fondamentale. Parce que n'oublions pas, nous ne sommes pas isolés. Nous appartenons à un système. Ce système, c'est la CEDEAO. Ce système, c'est l'Union africaine. Ce système, c'est les Nations unies. Et comme vous le savez, le principe de la subsidiarité joue. Si on laisse la CEDEAO prendre des décisions, les autres vont s'aligner derrière cette décision. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, tout le monde nous appelle à faire vite pour finir avec la transition, pour venir nous aider dans notre développement. Quand on regarde la situation de la Guinée, c'est triste. Nous tous, nous voyageons. C'est ce que je disais à l'Assemblée, quand les ministres venaient. Je dis, mais vous voyagez. Vous voyez ce qui se passe dans les pays voisins. Pourquoi vous ne voulez pas mettre en place des politiques similaires dans notre pays pour nous permettre de sortir de ce... À chaque fois que j'ai rencontré un ministre à l'Assemblée, c'est la question toujours que je lui renvoie. Mais aujourd'hui, on est là. Donc quand la junte arrive, il faut qu'elle regarde ce qui se passe dans les pays voisins. Bien dit. Ce que nous devons faire, c'est d'éviter de rentrer dans une autre crise qui va encore mettre notre pays à genoux, et nous serons là pour tirer les communs. Nous sommes les premiers indépendants francophones. Mais aujourd'hui, aucun des pays voisins ici, nous ne pouvons les regarder partir. Ils sont tous partis. Dommage. Allez-y, Kabini. Et peut-être, Abouakar, la question des organisateurs des manifestations, parce qu'elle est importante. Est-ce que
le fait de rappeler que les organisateurs des manifestations sont concernés, ce serait une façon de vous dissuader, puisque on annonce possiblement des manifestations pour contester la durée de la transition. Il y a des lois dans le pays. Ils ont dit que toutes les autres lois sont prorogées en dehors de la Constitution qui est suspendue. Ouais. Les lois sont claires. Les préambules de la Constitution et tout, c'est clair. La liberté du peuple. Nous avons le droit de manifester quand nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas en accord avec les dirigeants. Quand les dirigeants n'ouvrent pas des couloirs de discussion et de négociation pour s'entendre, vous êtes libre de manifester. Les procédures de manifestation sont indiquées. Et le pouvoir a le droit, quand vous respectez les règles de procédure, de vous autoriser à faire les manifestations et de les encadrer. Mais quand elle veut mettre une chape de plomb sur vous, elle vous interdit, vous faites la demande. Vous avez vu les demandes qu'on a adressées aux communes ici. Et que les demandes sont rejetées. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de bouger. Non. Je pense qu'il faut accepter, à notre avis, cette question sera réglée par les tribunaux qui verront à partir de nos lois de la République. Est-ce que nous avions le droit de manifester parce qu'on est sous des pressions? Est-ce qu'on avait le droit de manifester? Maintenant, si on veut utiliser cette arme pour dire que manifestants, que bourreaux et victimes sont tous coupables, je pense que la justice nationale et internationale se prononcera. Vous êtes quand même d'accord qu'il y a eu des cas à des moments donnés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont pris à des biens privés. C'est ce que je vous ai dit. Des biens publics. Je prends l'exemple de ce jeune homme qui est monté à un poteau quelque part en haute banlieue. Personne ne l'a appelé là, mais il est venu casser ses caméras publiques qui relèvent du domaine du bien public. Ces cas comme ça, quand il est traité, quand lui, il est interpellé, est-ce que vous porteriez comme défenseur d'un citoyen comme cela? Non, lui, il est en prison. Non, je pose la question, je prends ça. Lui, il n'est pas organisateur. Par contre, il n'est pas organisateur. Justement, dans cette situation, dans cette question, en fait, il y a, à un moment donné, on va faire la part entre des organisateurs qui ont appelé à un moment donné et les manifestants qui ne les ont pas encadrés et des casseurs individuellement qui seront devant leurs responsabilités pénales. S'il vous plaît, nous sommes en train de parler des crimes. Si vous voulez qu'on parle des détails de ce genre, comme vous voulez. Mais ici, je crois que le problème qui est posé dans le dossier du procureur hier, c'est en ce qui concerne les crimes. Les crimes de sang. Les crimes de sang. Et en même temps, les autres, ça viendra. C'est les crimes de sang. Les crimes de sang, les tueries. Moi, je demande qu'on reste dans le cadre des crimes de sang qui vont être exécutés et qui vont être analysés par la justice. Je ne suis pas juriste, je ne m'y connais pas, mais je pense que en fonction de la législation en vigueur et en fonction aussi du droit que la Constitution donne aux citoyens de manifester son mécontentement par rapport à des politiques qui sont menées, je pense que tout cela sera étudié par eux et puis ils nous donneront les voies à suivre. Bien, on va rester focus sur la durée et éventuellement on va parler du RGPH. Allez-y. Oui, vous dites, M. Koné, tout à l'heure qu'il y a une absence d'une sorte de projet politique du CNRD et ce qui empêcherait peut-être le CNRD ou plutôt vous politiques nous tous, effectivement, de savoir quelle doit être la durée. Et là-dessus, ne sachant bien évidemment pas le projet politique de Mamadi, vous avez plutôt proposé 15 mois. Et sur quelle base vous avez proposé 15 mois? En quoi? Non, je voudrais rectifier un peu, s'il vous plaît, la question. Le problème qui est celui de la durée, comment dirais-je, du projet politique. Le projet politique permet de nous projeter à l'avant pour savoir exactement, parce qu'au niveau de la transition, vous avez deux activités. Oui. Vous avez l'organisation des élections, donc pour le retour à l'ordre constitutionnel, et vous avez les activités courantes. Oui. Donc, qu'on mène au-delà de cela qui n'ont rien à voir, ça peut être le problème de récupération des biens, ça peut être justement la CRIEF et tout ça. Normalement, on doit avoir une idée de ce que cela est, parce que ce sont, comme je l'ai dit ailleurs et qui a été mal interprété, ce sont des œuvres que l'on commence et qui continuent au-delà de la transition. Donc, ça permet de se focaliser sur chacun des volets sans que ça n'empiète l'un sur l'autre pour qu'on puisse y aller. Très bien. Donc voilà un peu ce Mais pourquoi concrètement vous n'êtes pas d'accord avec la proposition des 39 mois et vous proposez, vous renvoyez le CNRD au contenu, au délai que vous avez proposé, contenu dans le mémo que vous avez transmis à la junte à l'issue des consultations de septembre?
Vous pensez que 15 mois, en 15 mois, on peut retourner à l'ordre constitutionnel? Si vous me demandez, je vous le dis oui. Et je le démontre. Ouais, j'aimerais bien vraiment vous entendre sur... même amené... vous entendre sur une démonstration. Je vais amener un chronogramme pour vous montrer c'est quoi le chronogramme. Bien. Je sais que vous le saviez, mais en ce qui concerne le problème électoral, c'est bien de le savoir que, comme ils ont fait, vous détaillez toutes les activités qui sont à mener. À chacune des activités, vous lui donnez un délai raisonnable en fonction de l'expérience que vous avez. Bien. Et vous avez des activités qui se superposent et il y en a qui se juxtaposent. Bien. Aidez-nous alors. Faites-nous la démonstration. En 15 mois, c'est l'ensemble de tout ça qui vous mène au délai total. C'est-à-dire le début de l'opération. Vous ne prenez plus les activités qui se chevauchent. Vous prenez le début de l'opération et vous prenez la fin de la dernière opération, c'est ce qui vous donne le délai. Bien. En ce qui nous concerne les 15 mois, les activités déclinées par le MATD, il y a 3 que nous recusons dedans. Le reste, ce sont des activités que nous avons prises en compte. Bien. Qu'est-ce que nous recusons? C'est le RGPH, le recensement administratif et la mise en place des autorités issues de la transition, c'est-à-dire l'installation des nouvelles autorités. L'installation des nouvelles autorités se fait par le chef d'État élu. Le président de l'Assemblée nationale doit être installé par le chef d'État élu. C'est lorsqu'il est élu. Tous les autres, les institutions républicaines sont nommées par le président qui est élu. Une fois qu'on a fini la Constitution, qu'on a fini les lois organiques, qu'elles ont été votées et acceptées, le président de la transition attend qu'il y ait l'élection présidentielle, qu'il y ait le passage du témoin et c'est à lui. C'est pour ça que nous avons exclu cette activité. Pourquoi nous excluons le RGP? Le RGP, il pourrait être utile, mais dans le cas d'espèce, comme je vous l'ai dit, nous avons intérêt à ce que la transition ne soit pas longue. Pourquoi? Il y a des écueils. Le pouvoir en lui-même, je vais utiliser un mot, mais c'est qu'il est réel, il corrompt. Vous prenez des habitudes que vous n'aviez pas. Vous prenez l'habitude d'exercer et en ce moment, vous ne voulez plus partir. Je donne quelque chose d'exact et c'est un conseil que je vais donner aux autorités actuelles. Bien. Tout ce qui est en train d'être fait, on dit le président Doumbouya a donné ça. Le président Doumbouya a fait ça. Le président Doumbouya a fait ça. Chaque fois qu'il y a la RTG, c'est fini, c'est des chansons qui passent au nom du président. Mais c'est comme ça qu'on fabrique un homme. Une fois que vous l'avez fabriqué, que lui-même a compris que toute la nation ne chante que son nom, les délices du pouvoir, mais il ne pourra pas partir. C'est tout ça le risque. L'autre risque de la durée de la transition, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous appartenons à un arsenal de structures. Si ces structures ne sont pas d'accord avec nous, puisque c'est une anomalie qui est condamnée, elles ne vont pas nous aider dans la résolution de nos problèmes. Donc ça veut dire que ce sont des sanctions qui peuvent arriver. Et si les sanctions arrivent, ça ne résoudra pas nos problèmes, mais ça va les empirer, d'autant plus que nous sommes déjà dans une situation qui n'est pas des plus, comment dirais-je, normale. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux pays voisins, quand vous regardez ce qui se passe, vraiment c'est un problème que nous avons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? 15 mois. Oui, c'est ce que j'en viens. Mais vous savez, si vous ne mettez pas l'environnement, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il s'agit. Bien. Parce qu'on dit toujours, on a un agenda caché, on est pressé. Non, ce n'est pas qu'on soit pressé pour être pressé. Mais c'est pour que le pays s'en sorte le plus rapidement. Plus vite le pays s'en sortira, mieux ça vaudra. Bien. Alors en 15 mois, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les autres activités principales? Au niveau du CNT, vous avez l'élaboration des différentes lois. L'élaboration des différentes lois, c'est-à-dire vous avez la Constitution, vous avez le Code électoral, vous avez le fichier électoral, vous avez l'OGE, et le chronogramme qu'il faut établir. Bon, le chronogramme, lui, il sort de ça parce qu'il est fait ailleurs. Bien. Mais à ce niveau, quel est le travail à faire? Le CNT, qui n'est pas le Parlement, mais qui est là, qui va jouer le rôle du Parlement. Parce que jouer le rôle du Parlement et être le Parlement, ce n'est pas la même chose. Nous avons des acquis. L'organe principal, l'outil principal, c'est la Constitution. Nous, dans notre schéma, nous disons que la Constitution de 2010 est une Constitution qui reste valable. Nous prenons l'exemple des États-Unis. Jusqu'à date, c'est la première Constitution qu'ils ont. Ils n'ont fait que l'amender. Ils ne l'ont pas réécrite.
on l'amende. En fonction de l'évolution de la société, en fonction de l'évolution des technologies, on introduit, par exemple, la cybercriminalité n'existait pas il y a quelques années. Ouais. Mais maintenant que c'est arrivé, vous l'introduisez. Ouais. Comment vous la combattez? Maintenant, à l'intérieur de cette constitution, l'essentiel est sauvegardé. Il y a des problèmes sur lesquels on va discuter. On discutera de la durée du mandat présidentiel. On va s'accorder. Ce n'est pas une sinécure. Le nombre de mandats. Le nombre de mandats. Ce n'est pas une sinécure. C'est des gros problèmes. Bien. L'interrelation entre les institutions républicaines, ce n'est pas une difficulté en soi. Donc ce sont des questions qui peuvent être résolues rapidement. Ouais. Et on a des spécialistes. Pas forcément, parce que c'est là aussi, il faut le dire, ce n'est pas forcément les membres du CNT seuls qui doivent travailler ce type de dossier. Nous devons faire appel à des assistances. Même lorsque nous étions à l'Assemblée, nous recevions des assistances de Guinéens, des magistrats qui venaient, et des fois d'appui des Nations Unies qui nous envoyaient des experts pour analyser certains documents qui étaient dossiers difficiles, pour qu'on puisse aller rapidement et même recruter des compétences guinéennes pour aller vite. Donc on peut le faire. Donc on peut faire la constitution, toiletter la constitution de 2010 en combien de temps? En un mois? Vous ne prévoyez pas de référendum? Mais il faut un référendum pour aller aux élections. Bien. Je vous dis les textes qu'il faut travailler. Tous ces textes-là, vous pouvez les faire à l'espace de 3 mois, au maximum à l'espace de 4 mois. Bien. Il y a juste après vous ne le faites pas l'un à la suite de l'autre. Ça peut être fait concomitamment. On attend que telle partie soit réglée pour que dans le code électoral, on dise l'article 40 de la Constitution, vu l'article 40, on le cite. Mais déjà, l'acte qu'il faut faire, lui, il peut être décrit par la commission qui s'occupe du code électoral. Et on travaille sous forme de commission où les gens se retrouvent. Après 2 semaines ou 3 semaines de travail, chaque commission vient pour rendre compte à l'ensemble. Voilà les travaux que nous avons fait, voilà les travaux que nous avons fait. Et on concorde, il y a des commissions maintenant de rédaction pour affiner et coordonner. Ouais, il reste 5 minutes parce qu'on a été amené à prolonger. Alors, il y a la question du fichier. Vous voulez qu'on règle la question du fichier? J'en viens. Parce que le RGPH ne peut pas régler aujourd'hui la question du fichier. Le RGPH, il est fait pour le dénombrement de la population et pour la structure de la population en termes d'âge. C'est ça le rôle essentiel. Donc ce qu'il peut apporter au fichier, c'est de connaître la tranche d'âge de plus de 18 ans du pays pour qu'une fois le fichier élaboré, qu'on nous dise que le fichier représente tel pourcentage de la population active de plus de 18 ans. Ouais. C'est ça le rapport entre les deux. Mais sinon, le reste, le RGPH, c'est pour les problèmes de développement économique, les projets de planification, c'est cela. Et si c'est ce qu'on doit attendre, nous allons attendre au moins 10, 15, 20 mois avant qu'on ait le recensement global de la population qui ne soit terminé. Donc il doit être prêt pour 2024. Je sais, j'ai appris que les préparatifs ont déjà commencé, mais on ne peut pas l'attendre. Bien. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Mais il y a tout un processus, M. Condé, le choix de l'opérateur, le choix de l'opérateur, etc. Maintenant, pour revenir au fichier rapidement, comme vous dites qu'il n'y a pas de temps, n'oubliez pas que lors des dernières élections, le fichier qu'on nous a sorti est un fichier de 8 millions et quelques. Vous avez suivi les péripéties. C'est en ce moment où nous avons dit que nous n'adhérons pas, nous, à notre. Ensuite, il y a eu des efforts, on a soustrait... 2,5 millions. Non. 500 000. On est venu à 7 millions et quelques. Nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. Dans un premier temps. Nous avons boudé. Et l'OIF est venu. Nous avons fait des remontrances à l'OIF qui ont été très durs. On a été très durs vis-à-vis de l'OIF pour leur dire que c'est eux qui sont en train de cautionner le dérapage en République de Guinée, parce que c'est eux qui assistent la CENI pour nous dire qu'il y a un fichier de 7 millions qui fait plus de 50 et quelques % de la population de plus de 18 ans en République de Guinée. Alors que tout le monde sait qu'en Afrique, la population de moins de 18 ans est plus nombreuse que la population de près de 18 ans. Ouais. Donc tous les fichiers doivent être en pourcentage inférieur à 40-41% de la population de plus de 18 ans. Quand vous nous donnez 50, on n'est pas d'accord. Finalement, l'OIF prend conscience, accepte et démissionne. Elle rend le tablier. Oui. Le président Alpha appelle la CEDEAO à la rescousse. Les acteurs arrivent. Ils regardent, ils disent, Monsieur le Président, il y a 2 500 000 problématiques. Si vous voulez que le fichier, enlevons-les. Le président dit, d'accord, vous les enlevez.
Mais tous ceux qui n'ont pas déposé leur dossier de candidature ne seront plus candidats et ne seront pas acceptés. Maintenant, on a un fichier de 5 millions. Donc nous, aujourd'hui, c'est un fichier qui est acceptable. Bien. Qui peut être travaillé et recorrigé. Et ouvrir, si vous voulez, un réenrôlement. Bien sûr. Pour la personne qui avait été... Vous connaissez l'histoire de Mme Camara, qui était candidate à la présidence. Mais puisqu'elle ne s'était pas revenue, en fait, les 2,5 millions, c'est les personnes qui n'étaient pas revenues se présenter devant les marchés. Donc, tous les 5 millions, on sait, c'est des gens qui se sont représentés. L'OIF l'a attesté, la CEDEAO l'a attesté. Ce sont eux. Mais elle n'était pas venue, donc elle n'a pas eu sa carte d'électeur, elle n'a pas pu voter pour elle-même. Makale Camara. Makale Camara. Ouais. Donc quand vous avez une situation comme celle-là, dans une situation de crise, mais vous prenez ce que vous avez et vous regardez ce qui manque et vous vous organisez pour que cela soit. Bien. Et maintenant pour l'élection, pour sa transparence, nous avons demandé la suppression pure et simple des CACV, puisque c'est ce que nous avons fait lors des dernières élections en 2010. À partir du bureau de vote, on fait le vote sur place, le dépouillement est fait, tout le monde signe, et sur place, soit sur ordinateur ou sur une tablette, on saisit toutes les données du bureau, comment dirais-je, on saisit toutes les données du résultat électoral, si vous voulez, et celui-là est envoyé directement. Et tout le monde signe avec signature électronique, comme vous le faites avec vos passeports, avec vos cartes d'identité biométriques. Vous signez là, et ce document est envoyé à tous les candidats, envoyé à la justice et envoyé à l'OGE. Mais aussi à la synergie des radios. À la synergie des radios, et à la presse. Et là, il y a un logiciel qui doit être au niveau de l'OGE. Au fur et à mesure que les résultats rentrent, vous avez l'addition se fait automatiquement. Et vous avez les résultats la nuit ou le lendemain de l'élection, et puis il n'y a plus de problème. Et c'est ce qu'on a fait. On a cru qu'on avait des choses. On avait nos fiches, on est venu, on a cassé nos bureaux, on a cassé le truc, alors que les résultats étaient dans le nuage, c'était à l'étranger, tous les résultats étaient faits là. En compagnie de M. Alou Condé, voilà, parce que c'est une éminence grise en matière d'organisation des élections. Un grand merci tout de même à vous, M. Condé. Merci.